Watokofo Timoezine. Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Kwezi FM et KTV pour vous informer tous les soirs. Et il est 19h, nous sommes en direct depuis la régie et aujourd'hui se tenait la restitution du rapport sur la fiscalité au conseil départemental. La rédaction accueille ce soir l'éminent fiscaliste Philippe Nikonov. On débriefera de la situation de Mayotte. Et puis toujours dans l'actualité, le conflit MCG et la Smart ne change pas. Le quotidien France Mayotte Matin titrait de pire en pire. Effectivement, la situation se durcit, s'enlise et à tel point que MCG a décidé de cadenasser les entrées de l'enceinte et de déclencher un plan d'urgence. Une information qui nous vient de dernière minute, les forces mobiles sont à présent au port de Longoni pour aider à décharger le transporteur CMA-CGM. On en parlera bien évidemment au cours de ce journal avec le rédacteur en chef Pierre Bellucci. Mais d'abord, le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce jeudi 21 janvier. Ce n'est plus un secret pour personne, les Mahorais sont victimes d'une fiscalité assassine. En effet, depuis l'application de la fiscalité de droit commun, la population se doit de payer des taxes foncières ou autres taxes d'habitation exorbitantes. Une triste réalité confirmée, notamment par la Cour des comptes. Explication. Ce matin, un bus a été violemment caillassé à Vaïbé alors qu'il transportait une trentaine d'élèves. Une nouvelle situation dangereuse, même si aucun blessé n'est à déplorer. Aujourd'hui, la sécurité des enfants, mais aussi des chauffeurs est clairement en question, tandis que la colère gronde. Le droit commun continue de faire son bonhomme de chemin sur le département. Depuis janvier 2016, ce sont les taux de cotisation qui vont s'appliquer aux entreprises du département. La CSSM organisait ce matin une réunion d'information pour préparer les chefs d'entreprise au passage de 2 à 200 taux de cotisation différents. Et je le disais au début de ce journal, aujourd'hui avait lieu dans l'hémicycle du Conseil départemental la restitution de l'étude fiscale réalisée en 2014-2015 par Philippe Nikonov. Cette étude a relevé de très lourdes défaillances de l'État dans la mise en place de la fiscalité à Mayotte. En effet, les taxes foncières dues ou autres taxes d'habitation se sont relevées assassines par les ménages du département. Toutes les explications dans ce sujet signé Adèle Laurent. C'est M. Nikonov, consultant fiscaliste, qui a analysé le rapport de la Cour des comptes. Ce qu'il en ressort est bien connu, notamment une mauvaise préparation à la départementalisation, ainsi qu'un défaut d'anticipation dans la mise en place de la réforme fiscale. La situation fiscale de Mayotte est aujourd'hui fragile, faute à un mécanisme mal pensé, fait dans la précipitation. Le fait que la fiscalité locale ne prenne pas en compte la réalité culturelle de Mayotte est un des problèmes qui a été soulevé. En effet, une des particularités de l'île réside dans le fait qu'il y a beaucoup de femmes propriétaires, mais ces femmes n'ont, pour la plupart, pas de revenus directs. Cette fiscalité est donc assassine pour les ménages. Le président de la République a récemment relevé qu'être propriétaire à Mayotte ne veut pas dire être riche, et donc que l'impôt devrait être révisé en conséquence. Mais ce n'est pas la seule particularité de l'île au parfum, comme nous l'explique le président du conseil départemental. Nous sommes imposés 10 fois plus que les autres. Nous sommes le dernier arrivé à qui on applique brutalement la loi. Alors que dans le reste des Outre-mer et de la métropole, cela ne se fait plus depuis au moins 30 ans. Tout propriétaire à Mayotte n'est pas nécessairement une personne riche. Et que sur cette base, il y a lieu donc d'approfondir encore la réflexion. Et c'est ce que va faire ce groupe de travail qui va se réunir bientôt, de façon à ce qu'on parvienne à une situation d'une fiscalité juste et équitable, car conforme aux réalités. L'ensemble du gouvernement est d'accord qu'il faut mettre ce groupe de travail dès aujourd'hui pour que les propositions puissent être intégrées dans la prochaine loi rectificative qui sera examinée au mois de fin juin, début juillet, pour que se mettent en place ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2017. En attendant, la fiscalité à Mayotte est mal répartie. La mauvaise connaissance de l'identité des propriétaires et de l'adressage ont pour conséquence d'augmenter considérablement le taux d'imposition des contribuables connus. Rappelons que c'est aux communes de mettre en place cet adressage. En discutant avec nos administrés, on constate que tout simplement ils payent énormément d'impôts et ça c'est une réalité
les élus, nous sommes très conscients de cette difficulté. En tout cas, en ce qui concerne la commune de Pamandzi, j'ai mis en place avec mon équipe municipale une équipe qui travaille pour faire en sorte à ce que nous n'élargissions l'assiette fiscale, que nos administrés sachent qu'on est des très bons gestionnaires, parce qu'au vu des difficultés que nous avons sur le territoire de Mayotte par rapport aux autres territoires de la République, donc il est certain qu'il y a des efforts qui se font. La Cour des comptes a récemment validé la grande problématique que M. Nikonov a mise en lumière, à savoir le grand contraste qui existe entre ce qu'implique le régime de la fiscalité actuelle et la situation réelle des Mahorais soumis à l'impôt local. Les administrations ont, quant à elles, promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour ne pas augmenter les impôts et pour améliorer le cadre de vie des administrés. Et de retour sur le plateau du JTM, nous sommes donc en compagnie de Philippe Nikonov. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes venu il y a quelques années, en 2013 exactement, faire une étude. Vous avez constaté plusieurs problèmes, notamment sur le foncier. Et finalement, on se rend compte que la Cour des comptes vous a donné raison. Oui, enfin, disons que la Cour des comptes fait la même analyse. Voilà, c'est-à-dire qu'elle constate beaucoup de choses. Elle fait un constat qui est extrêmement critique par rapport à ce qui a été fait par les pouvoirs publics. Alors, je précise que leur critique ne concerne pas les services fiscaux sur place. Elle concerne vraiment la façon dont les administrations centrales n'ont pas géré la départementalisation de Mayotte. C'est un rapport exceptionnellement critique. Très sévère. Oui, extrêmement sévère, qui parle d'absence d'anticipation, d'absence de préparation, de manque de prévision, d'absence de vision transversale des sujets, d'action dans l'urgence, alors qu'il y avait plusieurs années pour préparer. Donc c'est un rapport en effet très critique qui donne raison, parce que je ne suis pas le seul, à ceux qui disaient qu'il y a un problème dans la façon de faire. Et Pierre Bellucci nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous avez une question à poser à Philippe Nikonov ? Alors tout à fait, alors effectivement maintenant on connaît la situation, tout le monde la connaît, et puis la Cour des comptes a validé cette problématique, ces problèmes que rencontrent les administrés mahorais. Maintenant il n'y a plus qu'une chose, ce qu'on attend c'est que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour revenir en arrière, j'allais dire ? Alors, aller vers l'avant, mais autrement, parce que ce qui a été fait, de toute façon, était très mal fait. Je tiens à le redire, parce qu'il peut y avoir ici ou là des gens très arrogants qui vont expliquer aux Mahorais des fausses évidences, et elles ne sont pas si évidentes que ça. Donc, ce que propose la Cour des comptes, d'abord, la Cour des comptes fait donc un bilan extrêmement critique en faisant un certain nombre de propositions techniques d'amélioration, mais à côté de ça, il y a surtout la lettre du Premier ministre qui dit textuellement qu'il faut remettre à plat fin 2016. Voilà, c'est ça. Refonder la fiscalité sur des bases saines et pérennes. Refonder, ça veut dire que ça n'a pas été bien fondé. Sur des bases saines, ça veut dire que ça n'a pas été sain. Et de façon pérenne, ça veut dire qu'il faut avoir de la visibilité. Donc il donne une feuille de route sur effectivement un échéancier très court. Mais la différence, c'est que les Mahorais se sont fait entendre. Ils se sont fait entendre une première fois avec la départementalisation et ils se sont fait entendre contre vents et marées tout petit qu'est Mayotte. Mayotte a réussi à faire entendre ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça finit enfin par être entendu. Donc ça, c'est une chose importante. Il y a donc un acquis du côté de Mayotte. Et puis je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de pouvoir se dire on n'avait pas tort face à ces grosses machines. Donc il est prévu des groupes de travail, donc à l'initiative du Premier ministre, qui doivent plancher sur un certain nombre de sujets, mais justement de façon globale. C'est-à-dire qu'il y a la question de la ressource fiscale, il y a la question du taux qui est beaucoup trop élevé par rapport à la situation de Mayotte. Il y a les problèmes d'adressage qui font pas mal de contribuables ne sont pas pris en compte. Et il y a aussi ce que dit la Cour des comptes. Elle dit deux choses extrêmement intéressantes. Elle a dit plein de choses intéressantes, mais il y en a deux en particulier. Elle dit, premièrement, que si Mayotte avait les mêmes dotations par habitant que la Réunion, il y aurait 307 millions d'euros de plus dans les caisses. Et elle dit, et ça, on ne prend que la situation du recensement de 2012, alors que nous savons, et là je cite la Cour des comptes de mémoire, nous savons qu'il y a probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas prises en compte. Donc c'est intéressant parce qu'elle dit, ça, c'est comme ça que ça devrait être, ça ne s'est pas fait, mais il va falloir, à un moment donné, que l'État assume
les choses. Mayotte est bel et bien un département français, il va falloir rapprocher. Donc ça ouvre des portes pour un travail beaucoup plus riche que ce que nous essayions de faire, c'est-à-dire on essayait de limiter la casse. Là, je pense qu'on doit pouvoir retravailler sur les fondamentaux, et notamment, il y a une chose très simple, la valeur locative, je l'ai expliqué plein de fois, elle est trop élevée, les taux sont trop élevés. À l'évidence, il va falloir réduire les taux dans des grandes proportions. Ça va baisser les ressources des communes, c'est évident. Même si l'adressage, mieux repérer les contribuables, ça va les faire payer, ce qui est tout à fait normal. Il faut payer ses impôts. Moi, je trouve ça, voilà, c'est un principe républicain, donc ça ne me pose aucun problème, y compris pour moi. Donc, malgré cette amélioration de l'adressage, les communes vont perdre de l'argent, mais ça va avec la question de la dotation globale de fonctionnement posée par la Cour des comptes. C'est évident que si cette dotation augmente, il est beaucoup plus facile d'arriver à une baisse de taux. Donc on est vraiment là, si vous voulez, sur une fenêtre de tir presque inattendue finalement, parce que ça faisait un moment qu'on bataillait les uns et les autres, on n'avait rien. Là, je pense vraiment que, très honnêtement, l'initiative du Premier ministre fait une rupture avec ce qui s'est passé préalablement. Voilà. Et donc ça ouvre des portes. Une dernière question, c'est par rapport, donc on le sait, donc ces chiffres de l'INSEE sont basés sur 2012. On sait que depuis ça a évolué. S'il y aurait aujourd'hui une réévaluation de la population, il y a fort à parier qu'aujourd'hui on serait à beaucoup plus que 200 000 habitants, peut-être 300 000, on ne sait pas exactement. Mais ma question est tout autre, c'est par rapport à ces recours qui ont été faits notamment par l'association des maires. À quoi ça peut aboutir ce genre de requête? Je pense que les recours, que ce soit à la fois par les maires et par les contribuables, ça permet de poser des questions qui ne remontent pas. Sinon, ça permet de poser des questions. Mais quel pouvoir le tribunal administratif peut-il avoir sur... Appliquer la loi qui ne s'est pas appliquée correctement à Mayotte. Il y a plein de choses qui ont été faites en dépit des règles de droit. Je disais ce matin, je suis arrivé en collectivité en janvier 1982. Ce que j'ai vu à Mayotte, je ne l'ai jamais vu ailleurs en 34 ans. Et je ne suis pas le seul. Un autre cadre territorial de Mayotte qui est de ma génération, qui disait également au ministère de l'Outre-mer lorsque nous y étions, il disait mais... c'est des façons de faire que je n'ai pas connues. Elles remontent à avant la décentralisation. Donc, le tribunal administratif, il est là pour rappeler le droit à des gens qui peut-être pensent que, voilà, on fait dans l'urgence. Alors, quand on fait dans l'urgence, on peut faire de l'approximatif, on peut faire du maniénier. Ben, ça passe pas. Le tribunal administratif est là pour rappeler que non. Il faut faire respecter la loi. Partout. Philippe Nikonov, merci beaucoup d'être venu réagir ici avec nous sur le plateau du JTM. Plus d'une semaine ne passe sans que les incidents plus ou moins graves ne se produisent dans les écoles du département. Ce matin, l'école élémentaire de la Briqueterie à Cavani était fermée et pour cause. Hier, l'un des enseignants de l'établissement a été agressé à coups de couteau. Le manque de sécurité est devenu invivable et la sonnette d'alarme est une nouvelle fois tirée. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Il était 9h hier matin, lorsqu'à l'école élémentaire de la Briqueterie située dans le quartier de Cavani, un enseignant a été agressé au couteau. En effet, alors que les élèves étaient en récréation, 3 jeunes garçons se sont introduits dans l'établissement pour, selon leur dire, aller aux toilettes. Face à leur attitude, l'un des enseignants a alors exigé qu'ils quittent l'établissement. Mais les choses ont mal tourné, comme nous l'explique le directeur de l'école élémentaire. Il y a un enseignant en l'occurrence qui a tenu à tout prix à le faire sortir, et là c'est celui-là qui a reçu les coups de couteau. Juste devant la sortie, ils ont commencé par donner un coup de parapluie, la pointe du parapluie sur le ventre, et après ils ont continué par des coups de couteau. Quand on dit on est inquiet parce que ces mêmes jeunes, on les voit souvent, ils vivent avec nous, ils viennent là, et on se dit s'ils ont agressé avec autant de tranquillité sans se poser de questions, qu'est-ce qui peut arriver demain, ou qu'est-ce qui aurait pu arriver hier ou avant-hier quand tel ou tel enseignant était intervenu pour faire sortir ces mêmes jeunes. Les semaines passent et les incidents se multiplient. Pour le secrétaire départemental du syndicat SNUP-FSU, rien de nouveau sous le soleil, même s'il souhaiterait que tous les incidents soient immédiatement déclarés par ses collègues. Ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps. Mais tout le temps, c'est-à-dire, c'est pas tous les jours qu'un enseignant prend un coup de couteau, Rivaux.
Au moins, chaque semaine, il se passe quelque chose. Pas de coups de couteau, peut-être des cailloux, mais effectivement, les cailloux, si c'est pas assez lourd, ça ne perce pas. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait du sang qui coule pour que les gens réagissent? De l'aveu même d'un inspecteur dans Kaweni qui a dit à un autre collègue, à son collègue inspecteur, effectivement, ça se passe comme ça, régulièrement. Vous avez fait des articles là-dessus. Dans Kaweni, le problème, c'est que, c'est ce que j'ai toujours dit, les collègues, ils ne font pas remonter, ne serait-ce que l'incident. C'est un gros problème pour nous parce qu'on n'arrive pas à mesurer, à quantifier ce qui se passe en termes de sécurité dans les écoles. Et l'autre problème, si les collègues réagissaient, je pense qu'on passerait au moins la moitié de l'année scolaire à faire des droits de retrait. Ce matin, les enseignants de l'école de la Briqueterie ont exercé leur droit de retrait. Une journée pour réfléchir avec les autorités sur les suites à donner à cette affaire, notamment en termes de sécurité. Le but, par exemple, de cette journée où on n'accueille pas les enfants, c'est de réfléchir ensemble comment sortir de ce problème. Enrayer d'un coup, en une journée, le problème des agressions à Mayotte, c'est pas le but, on ne pourra pas, mais au moins être rassuré que dans notre école, je ne parle pas de Cavani, mais dans notre école, on puisse travailler en sécurité, qu'on sache que quand nos élèves sont là, ils sont en sécurité. Travailler en sécurité, voilà tout ce que demandent les enseignants du département. Quant aux solutions à apporter, à charge aux autorités d'en trouver, et ce le plus rapidement possible. Et à noter qu'une réunion d'urgence est tenue ce matin dans les locaux de l'école entre la mairie, le vice-rectorat et les instituteurs. Délinquance, toujours, comme nous venons de le voir dans ce reportage, la délinquance frappe à l'intérieur des établissements mais aussi à l'extérieur. Les chauffeurs de bus en font quotidiennement les frais entre insultes, agressions, caillassage. Leur travail devient de plus en plus risqué. Pas plus tard que ce matin, un bus a été sauvagement caillassé à Vaïbé alors qu'il transportait 30 élèves. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Cela fait 2 jours que des bus scolaires sont caillassés proche du village de Vaïbé. Des bandes de jeunes s'en prennent au transport scolaire et ce matin, dès 5 h, la panique s'est emparée des élèves lorsque de véritables pavés ont atteint les vitres du véhicule. Lawa tsivingwana zonu la dzumonye tanam para vaibeni. Il est qu'à 5 h para bandi anatsa walo uju bemtu kakona mana wa malavu. Safike wa vutsumawe wala yetu sikuanda wala tsuya bili be tout le temps wa mobira babo toujours au paramba wa buses kayaseo. Pour la société transport Chadouli, cet événement n'est pas un cas isolé. En effet, les agressions sont régulières, bien souvent sans raison invoquée. Nous, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens. Surtout qu'à l'intérieur, il y avait des élèves. Ça aurait pu être très très grave. 30 élèves quand même. Heureusement, ça va, tout s'est bien passé. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser faire passer ce genre de choses à Mayotte. Selon ce chauffeur de bus qui ne souhaite pas témoigner à visage découvert par peur des représailles, les enfants étaient accompagnés de mamans qui regardaient la scène sans réagir. Il en appelle donc à la responsabilité de chacun pour que les choses changent. Safike nekabwa mwe mana wa meo surongwamba serikali de hime wa meo rabu zina hime abo serikali wa lunge mana bisi tsukuya handa fuso wala tsukuya bilbe kulakati de Vaibé kulakati Vaibé n'exagessa kiasi vorlemewa. La situation n'est plus vivable pour ces chauffeurs, mais aussi pour les élèves qui ne semblent plus en sécurité à l'intérieur des bus. Le risque d'accident paraît en effet réel et a de quoi sérieusement inquiéter. Sans transition maintenant, à compter du 1er janvier 2016 et en application de la réglementation douanière, les marchandises commerçantes ne seront plus acceptées au filtre voyageur, ce qui a suscité la colère des commerçants du marché de Mamoudzou, dont nombre d'entre eux se rendent notamment à Dubaï ou en Chine pour s'approvisionner. Les commerçants du grand marché de Mamoudzou ont donc décidé de se rassembler lundi prochain et de fermer boutique de 8 h à 9 h. Ils entendent bien montrer leur mécontentement en marchant jusqu'au centre des douanes pour
dénoncé la situation. S'ajoute à cela la concurrence déloyale dont ils font tous les jours les frais. Un reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimenet. Résignés, en colère, les commerçants du marché sont à bout alors qu'ils tentent comme chaque année de faire réagir la chambre de commerce au niveau de l'occupation illégale des vendeurs à la sauvette à l'extérieur du marché. Ils apprennent que désormais ils vont devoir s'acquitter d'une taxe à l'import et à l'export pour leurs bagages et marchandises. Nous on est fatigués, non seulement on est fatigués, l'État ne fait pas son travail, les douaniers au lieu de cibler les gens qui nous embêtent à travailler, étant donné que nous on paye des impôts, on paye des patentes, c'est nous les petits commerçants qu'on a envie de tuer. Aujourd'hui je pose la question au directeur de la douane, est-ce que ces taxes-là qui veulent nous imposer à l'arrivée à Pamandzi, à l'aéroport, est-ce que ça c'est partout dans les départements d'outre-mer? Et je voulais savoir aussi pourquoi, si c'est partout, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui, ça vient de sortir ou c'est sorti qu'à Mayotte? La souffrance des commerçants mahorais n'est plus approuvée et cette nouvelle réglementation n'est pas pour arranger les choses. De nombreux commerçants comme cet homme n'arrivent toujours pas à réaliser et comprendre cette situation. Moi je vois que c'est pas normal parce que nous, quand on voyage, on a 46 kilos. Le 46 kilos, je ne peux pas amener uniquement le cadeau pour mes enfants. Je suis obligé de mettre des marchandises dedans. Les marchandises, quand je viens, moi je déclare mes marchandises. Ce n'est pas que les marchandises que j'amène que je ne déclare pas. C'est automatiquement, quand je viens, je déclare des marchandises. Mes marchandises, je le paye. Mais je ne comprends pas pourquoi eux exigent qu'il faudra qu'on met notre marchandise au fret. Et moi je vois que c'est pas normal. À La Réunion ça se passe pas comme ça. Autre problème pour les commerçants, le balai incessant des vendeurs à la sauvette qui vendraient leurs marchandises moins chères. Chacun défend ses intérêts et pour certains il s'agit d'une question de survie. Ces jeunes-là, ils sont dans l'illégalité, je sais bien. Mais aujourd'hui, les jeunes qui vont à la sauvette inégalement, mais est-ce qu'on les laisse mourir sans chercher à manger? Mayotte est confrontée à deux types de commerçants. Ceux qui se battent pour avoir le droit d'exercer leur métier convenablement malgré les difficultés et ceux qui transgressent les lois par malhonnêteté ou pour survivre. Les anciens commerçants lancent donc un SOS à travers ce reportage pour qu'enfin les autorités réagissent. Et à noter qu'une pétition est actuellement en cours pour soutenir les commerçants dans leur lutte. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 21 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. La situation sociale était explosive en novembre dernier lorsque le gouvernement a étendu l'état d'urgence au département d'Outre-mer. L'intersyndicale avait suspendu le mouvement, mais hier, un communiqué a relancé la machine, annonçant un préavis de grève reconductible déposé à partir du 26 janvier prochain. Celui-ci s'adresse à tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, et revendique l'application du dialogue social, le respect du droit et de la liberté syndicale, ainsi que le dégel des salaires de la fonction publique. Mais les exigences ne s'arrêtent pas là. Une véritable reconstitution des carrières pour les ex-agents de la CDM, l'indexation des salaires au moins égale à 53%, le rétablissement de l'attractivité du territoire, mais aussi la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat. La solidarité nationale pour les retraites ou les prestations sociales font aujourd'hui partie d'une même plateforme revendicative. Ce mouvement, qui coïncide avec la grève nationale annoncée sur une journée, est également soutenu par la FAEN, la Fédération autonome de l'éducation nationale. Une grève qui fait ressurgir le spectre de la grève générale, démontrant ainsi que la crise sociale est toujours aussi profonde. Hier matin, 3 agents de la SMART comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour avoir agressé le capitaine du port
venu constater un blocage en août dernier. Lors de l'audience, le parquet avait requis la relaxe des agents, les doutes étant trop présents quant à la culpabilité des mises en cause. Pourtant, les magistrats n'ont pas suivi le parquet et ont condamné les 3 dockers à 6 mois de prison avec sursis. Ces derniers n'ont donc plus droit à l'erreur, afin d'éviter que le sursis ne se transforme en prison ferme. Pourtant, les blocages ou les tentatives de blocage se sont poursuivis, en témoigne le procès verbal dressé par le capitaine du port le 18 janvier dernier, celui-là même qui avait été agressé et avait écopé de 3 jours d'ITT. Avec ces tensions quotidiennes au port, les salariés ne risquent plus seulement de perdre leur travail, mais désormais des peines de prison ferme. Noussoura Souleymana, le président du CREFOM Mayotte, le Conseil régional pour l'égalité des Français Outre-mer, a envoyé une lettre au préfet Seymour Morsi. En cause, la future ligne directe Dzaoudzi-Paris qui sera créée en juillet prochain, comme annoncé par le Premier ministre Manuel Valls. Noussoura Souleymana s'exprime en effet en ces termes. Comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai salué cette annonce qui, dans la tête des Mahorais, devait signifier une amélioration de leurs conditions de transport et surtout une amélioration tarifaire. Or, en cette période où le pétrole affiche d'importantes baisses de prix, cette annonce se trouve ternie par le maintien de la surcharge carburant dans des seuils aujourd'hui injustifiés. Monsieur le préfet, vous serait-il possible de m'apporter votre éclairage sur ces sujets qui préoccupent aujourd'hui l'ensemble de la population de Mayotte, à l'heure où les réservations de billets pour l'été prochain battent le plein? La question est très claire, mais pas sûr que le préfet réponde, en ce qui concerne des tarifs proposés par la compagnie aérienne Air Austral. Conflit, Smart, MCG, Pierre Bellouti, quelle est la situation actuelle ? Alors écoutez, on va repartir un peu ce matin. Qu'en était-il ce matin ? Écoutez, c'était le statu quo. Rien ne se passait, c'est-à-dire qu'on avait la société MCG qui avait décidé de bloquer. C'est-à-dire que c'est elle maintenant qui bloque. Ils en avaient marre, ils ont dit maintenant c'est à nous de bloquer, on ne permettra plus à la Smart de décharger leurs navires puisqu'ils refusent que nous déchargions les nôtres. Donc ça c'était le point ce matin. Il y avait une réunion de préfecture. À la réunion de préfecture, il devait être décidé si oui ou non il y avait une intervention des forces de l'ordre pour permettre le déchargement notamment de ce navire CMA-CGM qui est au mouillage depuis hier soir. Donc ça c'était une chose, ce navire qui revient de Dar es Salaam, nous en avions parlé ces derniers jours. Ça c'était la situation. Suite à cette réunion à la préfecture, le préfet disait à Madame Idanel, il faut absolument que ça soit déchargé, et Idanel disait oui d'accord, mais dans ce cas-là il me faut une sécurisation du port, il faut absolument qu'il y ait des forces de l'ordre sur place afin que nous puissions faire notre travail en toute sécurité. Ça a duré pas mal de temps et puis il y a une décision, le préfet a décidé d'envoyer les gendarmes mobiles qui sont actuellement, on le voit sur ces images, sur place au port de Longoni, qui vont décharger ceux fameux qui vont en tout cas être là, postés pour, dans un premier temps, évacuer les salariés de la Smart et puis ensuite, toute la nuit, il va y avoir un déchargement des salariés de MCG. Donc voilà, on le voit, il y a une décision de prise par le préfet qui a décidé d'employer la force. Et donc cette situation, c'était à 18h. Tout à fait. Alors c'était à 18h. Alors le climat est un peu tendu sur place. On peut voilà imaginer un peu le climat. C'est compliqué. Le préfet a pris une décision. On l'attendait. Et pourquoi cette décision aussi, on le sait. Il y avait dans ce fameux navire CMA-CGM le HTH. Vous savez, ce sel qui permet d'assainir l'eau, qui est indispensable. On savait qu'il restait à peu près 5 jours de réserve d'eau. Oui. Ensuite, il y allait avoir une pénurie d'eau. Donc il fallait absolument prendre une décision. On voyait bien que le conflit ne semblait pas pouvoir de lui-même sortir de cette crise. Donc il y a une décision forte. Alors il y a les gendarmes mobiles sur place. Qu'est-ce qu'il en est ? Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les gendarmes sont très déployés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'était une journée très conflictuelle. Alors on le sait, il y a le port de Longoni, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu beaucoup de bagarres, des bagarres entre jeunes de Tsunzu et jeunes de Tama. Pourquoi ? Alors c'est venu d'un jeune de Tama qui aurait volé une bouteille d'alcool dans un douka. Il a été ensuite rattrapé par des jeunes de Tsunzu qui l'ont un peu passé à tabac. Ensuite, un éducateur de Tama est intervenu, lui aussi a été passé à tabac. Et puis ensuite, ça s'est envenimé. On voit des images, c'est pareil, les forces de l'ordre sont sur place et essayent de rétablir le calme depuis plusieurs heures. Mais c'est très compliqué, le climat est très tendu sur place. Également, entre Passamenti et Vaibé, il y a eu des bagarres dans la journée. On voit des personnes sont comme ce jeune homme en sang. Donc les forces de l'ordre sont déployées un peu partout sur l'île. Une journée qui se termine un peu dans le sang et puis avec des conflits. Alors que va-t-il en être de cette question du port ? On ne sait pas, en tout cas pour les jours à venir, parce qu'on imagine que les salariés de la Smart
Smart ne vont pas beaucoup aimer la décision du préfet. Voilà, on ne sait pas, on va voir dans les prochaines heures. En tout cas, on va suivre ça de très près dès demain dans nos éditions, à la fois à la matinale et au JT. Donc rendez-vous demain dans la matinale à partir de 6h. Ce matin, à l'Orient Express, se tenait une matinée d'information et d'échange pour les employeurs de l'île au Lagon organisée par la CCM. Le but était de préparer les 2500 professionnels répertoriés à l'application de nouveaux textes. En effet, les taux de cotisation sur les accidents du travail et autres maladies professionnelles viennent d'être fixés par décret. Alors que Mayotte ne disposait que de 2 taux de cotisation, il en existe désormais près de 200 différents. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. La CSSM se prépare depuis un an maintenant à la mise en place du projet de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi, à compter de janvier 2016, les taux de cotisation seront modifiés et seront notifiés chaque année en fonction du code de risque. Le sujet risque sur le lieu de travail, les accidents ou les maladies professionnelles, c'est quelque chose de très important parce que c'est la santé des agents, de la population. Donc, y prendre part, c'est-à-dire les évaluer, les prévenir et tout ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Donc, il ne faut pas négliger ce type de choses. En fonction de l'activité exercée par les entreprises, un classement des établissements par code de risque sera effectué et le taux sera réévalué chaque année. Il est donc important pour la CSSM d'informer les employeurs du département de l'évolution du Code du travail qui s'aligne enfin sur le droit commun. Je vous dis qu'il existe plus de 400 taux au niveau national et à Mayotte on est pris à 200 taux. Il faut savoir que ce numéro de code risque, c'est un numéro attribué par la Caisse de sécurité sociale. Il comprend 3 chiffres et 2 lettres et il n'est surtout pas à confondre avec le code NAF ou le code APE parce que ce n'est pas la même chose. C'est un numéro qui correspond au risque de l'activité. On est à plus de 40 personnes de présence aujourd'hui au niveau de cette réunion. Donc il n'y a pas l'ensemble des entreprises qui est représenté. Mais une autre réunion est prévue demain et d'autres réunions dans l'année d'ailleurs. Parce que comme c'est une activité nouvelle, évidemment, il y aura encore pas mal d'interrogations au niveau des entreprises. On compte plus de 2500 les établissements professionnels à Mayotte, mais seulement une quarantaine de chefs d'entreprise étaient présents ce matin. Ces évolutions relèvent pourtant d'un caractère important et la CSSM souhaite ainsi familiariser les chefs d'entreprise présents aux nouvelles notions professionnelles, à savoir telles les activités principales ou encore les secteurs et familles de risques encourus. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette édition en replay sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Je vous invite maintenant à suivre les nouvelles du temps avec la météo présentée par Ornella Perrine. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 6h en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Suivra l'invité du temps de parole, Rivo Malala raconte Ravelo, secrétaire départemental du SNUPP. Il était ce matin au micro de Patrick Milan. Je tiens à remercier également toute mon équipe, Hakim Sindou qui a réalisé ce journal et Ousmane Maëvaben pour le son plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Restez connectés sur Coesie. Je vous souhaite une bonne soirée. Kwaheri.